Swan Périssé, vous serez sur la scène de la Salle Poirel à Nancy le 5 juin prochain. Vous présenterez votre spectacle intitulé Calme, dans lequel, en fait, vous parlez de colère, c'est ça? Exactement, j'ai appelé le spectacle calme parce que c'est vraiment le mot qui ne me représente pas du tout. Calme, apaisée, sereine, douce, c'est des choses que je n'ai jamais été et que j'essaye désespérément d'être depuis que je suis enfant. Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas calme? Ben, tous les spectacles parlent de choses d'abord futiles et spontanées et deviennent de plus en plus profondes. Et globalement, moi, ce qui m'énerve, c'est le patriarcat et le sexisme environnant. C'est les thèmes principaux du spectacle, mais qui arrivent, je pense, subtilement, quoi. Au début, on rigole bien du fait que je sais pas garder mon calme, que je m'énerve pour un oui, pour un non. Et puis, au fur et à mesure, on comprend que cette colère, elle vient d'une indignation qui peut être partagée par beaucoup et qui est légitime. Le patriarcat, le sexisme, ce sont des sujets qui sont quand même forts, importants aujourd'hui. Ben oui, je pense, on l'a vu encore ben, avec tous les débats autour de l'affaire Pellico cette année. Ce qui est arrivé à Gisèle Pellico a révolté dans leur chair beaucoup de femmes, certaines qui avaient été agressées, d'autres non. Heureusement, beaucoup d'hommes aussi ont été scandalisés, horrifiés et ont remis en question leur comportement et la façon dont la société traite les violences sexistes et sexuelles. Et moi, en tant qu'humoriste, mon but premier, c'est bien sûr de faire rire, mais j'évoque souvent des sujets qui m'obsèdent, qui me travaillent, qui m'empêchent de dormir le soir et le sexisme en fait partie, bien sûr. Arriver à faire rire le public avec ça, ça doit être un peu technique quand même. Et oui, c'est technique. C'est pour ça que moi, ça fait 10 ans que je fais de la comédie et que c'est officiellement mon vrai premier spectacle, même si j'ai arpenté les scènes pendant de longues années. C'est justement parce que j'ai l'impression que pour faire un spectacle, en tout cas c'est ma vision du métier, il faut vraiment avoir des choses à dire et un peu du bagage humoristique pour savoir raconter des histoires ou mener un propos de façon drôle, sans que ce soit plombant, mais en parlant de sujets très importants, quoi. Donc oui, on n'arrive pas à y croire comme ça, mais quand on voit le spectacle, on se rend compte enfin que moi je fais des blagues sur, enfin ou plutôt contre le viol par surprise, où j'essaie de faire en sorte que toutes les personnes puissent se mettre à la place de quelqu'un qui a une mauvaise surprise d'une pratique sexuelle, alors que même cette personne peut adorer cette pratique sexuelle, ne pas avoir envie qu'on nous l'impose par surprise. Je compare ça avec un saut en parachute. Je dis ouais, si ton rêve dans la vie c'est de faire un saut en parachute et que un jour t'es dans un avion et qu'on te pousse en te disant surprise, il y a pas beaucoup de chances pour que tu apprécies de réaliser le rêve de toute ta vie, quoi. Je fais des blagues là-dessus, je fais des blagues sur justement sur le consentement. Je me suis pas posé la question, je me suis pas dit ah je vais aborder un sujet difficile. C'est juste que quand je vois les informations et qu'il y a des choses qui m'effarent, souvent ça me fait rire tellement j'en suis scandalisée. Et donc j'essaie de travailler sur l'écriture pour transmettre justement ces émotions, mais à travers la rigolade. Cet humour engagé, militant, on peut le dire. Dites-moi si ça vous convient. Moi, ça me convient. Finalement, c'est venu naturellement. Oui, en fait, je pense qu'on parle de ce qui nous obsède, de ce qui nous touche quand on est sur scène et qu'on est humoriste depuis plusieurs années. Moi, j'adore aller voir, par exemple, de l'humour absurde, de l'humour qu'on peut qualifier de léger, en tout cas pas engagé. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que moi, dans ma vie, il n'y a pas une journée où je vais pas parler de politique, où je vais pas parler d'actu, où je vais pas parler de choses qui paraissent normales dans la société, mais qui me scandalisent, que ce soit les femmes qui s'occupent forcément de la contraception, du droit à l'avortement ou des choses comme ça. Et donc, forcément, quand on laisse mon esprit divaguer et choisir ce dont il a envie de parler, ça va aller dans ces sujets-là, quoi. Parmi les sujets, les thèmes abordés, alors il y a la colère, mais il y a aussi la colère féminine. Je trouve que c'est intéressant d'aborder ce grand thème à travers cet angle, parce que la colère féminine, c'est un vrai sujet. Oui, la colère féminine, c'est un sujet, et les femmes qui font rire, c'est un autre sujet. Donc, mettre les deux dans un spectacle, moi, c'est quelque chose qui me plaît tout particulièrement parce que c'est, je crois, Olivia Gazaleh, qui est une grande philosophe, qui a sorti un livre récemment qui s'appelle Le paradoxe du rire et qui raconte qu'en fait, on n'est pas habitué à avoir des femmes qui sont drôles parce qu'en fait, historiquement, les femmes étaient toujours là pour rigoler aux blagues des hommes, pour admirer les hommes sur scène et tout. Donc, être une femme sur scène qui fait rigoler, déjà, c'est pas conventionnel, on va dire, même si à l'échelle de notre décennie, ça se fait de plus en plus et c'est super, mais disons à l'échelle de notre siècle. Et en plus, avoir une femme qui assume sa colère, c'est complètement pas habituel. On a encore ces souvenirs d'extraits de Darmanin qui dit à une journaliste calmez-vous madame, ça va bien se passer. Ségolène Royal qui était traitée d'hystérique. Tout simplement, le terme hystérique, il vient du mot utérus, qui a été en fait une maladie, une fausse maladie inventée pour désigner les femmes révoltées en fait. Et donc moi, j'explique dans le spectacle que c'est un
sentiment qui est mal vu chez les petites filles et donc plus tard chez les femmes, et que donc peu à peu on nous déshabitue à être connecté à notre colère, qui est pourtant une émotion qui peut nous sauver de situations dangereuses, qui peut nous scandaliser, nous faire la révolution. Et en disant aux petites filles d'être sages, d'être douces, d'être gentilles, d'être polies, on les prive peu à peu de leur connexion avec leur colère et donc de cette espèce de pouvoir magique qu'on a d'une émotion qui nous dit quand ça va pas. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'en faire un spectacle. De dire c'est rigolo, regardez, j'arrive pas à me calmer, c'est rigolo, regardez, j'arrive pas à me calmer. Et au fur et à mesure de dire, est-ce que ce serait pas finalement une force, ce dragon et ce volcan intérieur? Ce serait de dire que la colère, c'est pas forcément négatif en fait. Exactement, exactement, c'est ce que je dis dans le spectacle. Ce que vous racontez, les anecdotes, est-ce que vous les piochez dans votre expérience, dans les expériences de vos proches? D'où vient l'inspiration? C'est un peu des deux. Donc, je crée toujours en partant de quelque chose de réel. Donc, ça va être soit quelque chose qui m'est arrivé, soit quelque chose qui est arrivé à l'une de mes amies ou des connaissances, des proches. Et puis après, je mélange. Donc, par exemple, plutôt que de raconter une quinzaine d'histoires de relations sexuelles déplorables, je vais mettre tout ça sur le dos d'un seul et même amant en disant j'ai couché avec ce mec, il a fait ceci, cela. Alors qu'en réalité, c'est des choses qui me sont arrivées il y a 7 ans, il y a 2 ans, il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui est délicat dans ma vie perso d'ailleurs, parce que surtout avec mes amoureux, je vous le cache pas. Mais en gros, je raconte toujours des trucs un peu vrais et un peu faux. Donc je vais toujours les théâtraliser, les romancer de façon théâtrale et drôle, tout simplement, parce que souvent c'est aussi des choses dramatiques que je raconte ou très graves. Donc ça permet de prendre du recul, de faire des blagues dessus ou de le romancer, de le scénariser. Mais je vais jamais raconter quelque chose complètement faux. Dans le cadre de la vie personnelle, j'imagine que ça doit pas être forcément évident quand on fait ce métier, quand on aborde ces thèmes quand même, hein, qui sont pas forcément faciles, qui sont parfois tabous, gênants. Parler de sexe, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc comment on gère dans sa vie personnelle quand on rencontre des gens nouveaux? C'est intéressant parce que, encore une fois, j'ai pu observer au cours de plusieurs années de stand-up beaucoup de femmes qui soutenaient leur amoureux humoriste quoi qu'il arrive, qui sont là sur les plateaux le soir, qui filment, qui prennent des photos, qui aident pour l'affiche, même si le mec raconte ses déboires amoureux, critique sa copine, etc. Comme si elles avaient le recul pour voir que c'est de la fiction, que de toute façon c'est drôle, que de toute façon c'est un métier. Et moi, dans mon expérience personnelle, je vois bien que mes amants, ils doivent faire un gros travail sur leur ego pour sortir avec Swan Périssé, mais c'est un tout quoi. C'est-à-dire que moi, je vais être quelqu'un de très généreux, de très jovial, très dans le soin, l'attention de mes amants, mais je vais aussi raconter ma vie sexuelle sur les réseaux. Et quand ça leur convient pas, ils partent, mais c'est un bon tri d'une certaine façon. C'est soit on m'accepte tout entière avec mes qualités qui sont aussi mes défauts, soit c'est des hommes qui souffrent et qui arrivent pas à voir ça comme un métier. Voilà, je dis des hommes, mais ça peut être aussi des femmes qui peuvent me trouver scandaleuse, vulgaire. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'ai vraiment des grandes barrières quoi entre ma vie perso et ma vie pro. Les gens de ma vie perso, que ce soit ma famille, mes sœurs, mes meilleurs amis, savent que c'est complètement de la fiction, un personnage, ce que je fais sur les réseaux. Et puis, ça permet de pouvoir déconnecter aussi, d'être la fille indécente et rigolote sur scène et d'avoir plein d'autres trames. De vie, d'émotions, d'évolutions qui se passent dans ma vie personnelle, dont je ne parle jamais sur les réseaux et qui sont la vraie intimité finalement. Vous avez aussi pas mal d'interactions avec le public parce que finalement, les thèmes que vous abordez, les situations que vous évoquez, c'est des choses qui peuvent nous arriver à toutes et tous. Oui. Exactement. Ouais, j'adore improviser. Franchement, je pense que le spectacle, je l'ai peut-être joué entre 125 et 150 fois et je suis jamais blasée d'aller sur scène. Je suis jamais. Alors, je vais pas dire que je suis pas fatiguée, c'est pas vrai. Ma voix prouve le contraire, mais je suis jamais déçue, frustrée ou saoulée de monter sur scène, notamment parce qu'il y a, je pense, entre 15 et 25 minutes d'impro au début et au milieu du spectacle. Je trouve ça chouette, j'ai l'impression que c'est un moment où on fait communion tous ensemble. En ce moment, je joue devant des salles parfois de plus de 1400 places. Pouvoir interagir comme ça, je demande aux gens ce qui les énerve ou comment ils calment leur colère.
et c'est toujours improbable, joyeux. Moi, je vois vraiment ça comme un moment de liberté absolue, même quand, au fur et à mesure des spectacles, les gens répondent un peu la même chose. Bah, moi, je réponds jamais la même impro, quoi. J'essaie vraiment d'être dans le moment présent et j'ai l'impression que c'est comme si j'étais danseuse et que c'était un moment d'improvisation, de danse libre. J'ai l'impression de surfer sur une vague, qu'on rigole ensemble parce que je fais avec ce que me donne le public, quoi. Donc, c'est vraiment des moments de joie et cathartique. On se défoule sur les choses qui nous ont énervés et on rigole aussi de notre incapacité à savoir gérer ce dragon intérieur, quoi, cette colère. Et le public, il est surprenant? Oui, le public est très surprenant. J'ai eu des réponses pas possibles. J'ai eu quelqu'un qui aimait bien casser de l'électroménager, donc vraiment hyper cher comme technique pour calmer sa colère. Encore hier, j'avais une femme, alors c'est pas fréquent dans mon public, mais une femme religieuse qui m'a parlé d'à quel point elle priait Dieu. Donc, bah, on pourrait se dire c'est improbable ou c'est gênant, la religion c'est un peu tabou, mais en fait c'était hyper drôle parce qu'elle en parlait de façon très ouverte et puis en creusant un peu la conversation, on se rendait compte que d'abord elle s'énervait dans la vie, et ensuite elle allait prier plutôt pour expier ses péchés, quoi. Donc c'était vraiment très très drôle. Des gens qui font des percussions mais qui n'ont pas de djembé, donc qui tapent sur des seaux, des choses créatives pour calmer sa colère ne manquent pas. C'est très drôle. Faire des vannes justement sur la colère, sur tout ce qui nous angoisse ou qui nous fait peur, ça permet quoi? Est-ce que ça permet de créer de l'espoir quelque part? Oui, je pense. En fait, je pense que quand on est tous réunis et qu'on rigole à une même chose qui est absurde, ça permet d'être apaisé, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à ressentir cette indignation, cette souffrance. Moi, je pense que le rôle des humoristes et des artistes, de façon plus générale, c'est vraiment de pointer du doigt des choses qui ont dû être acceptées parce qu'on est né dans une société où ça c'était normal, et de dire regardez, est-ce que vous trouvez ça normal, quoi. Donc le fait d'en rire tous ensemble, c'est, j'ai l'impression qu'on se rend compte ensemble de l'absurdité de certaines normes, de certaines obligations, de certaines pratiques. Rire tous ensemble, oui, je pense que ça donne de l'espoir parce qu'on se rend compte que bah, son voisin de gauche, de droite et puis finalement les 1000 personnes autour de nous sont comme nous, effarés, peinés ou bloqués par certaines choses. Est-ce que ce spectacle a été un peu thérapeutique pour vous? Oh oui, oui, ça a été vraiment thérapeutique. Bah, en fait, c'est bizarre, mais en écrivant ce spectacle, j'ai fait un travail sur ma colère pour réussir à aller au bout de l'écriture, parce que bah en fait, ça dépend des gens, hein, mais moi, l'écriture, j'étais très solitaire. Tu vas dans des petits comédie clubs, donc tu testes des vannes devant tout le monde et tu te prends des billes, de personnes rigolent. Donc, disons que ma colère venait me freiner là-dedans parce que je ruminais, j'avais peur, je m'épuisais. En calmant ma colère, j'ai pu écrire. En calmant ma colère, j'ai écrit sur ma colère. Et puis finalement, depuis que je le joue, alors je pense que c'est chimique, hein, le fait d'être applaudi par entre 1000 et 4000 personnes par semaine, ça dérègle un peu le cerveau et les hormones, je pense, mais ça a clairement apaisé ma colère, quoi. Il y a un espèce de truc, c'est peut-être l'adrénaline qui a pris la place de toute cette colère, mais il y a une espèce d'apaisement, une espèce d'évidence quand je suis sur scène qui est venue apaiser tout ça. Et en parallèle, j'ai donc fait un gros travail sur les émotions avec une coach et une thérapie avec une psychologue. Donc c'est aussi du travail personnel, quoi. Puis du coup, vous aviez aussi de la matière pour insérer dans le spectacle, j'imagine. Bah ouais, ouais, carrément, oui, oui, carrément. Pour vous raconter ma vie, ce qui a été plus délicat, c'est justement une fois que je scelle un texte et que ça me fait rire, par exemple, de se moquer. Sur scène, je me moque des hommes qui sont avec moi, qui m'admirent, qui me trouvent belle et drôle jusqu'à ce que je parle d'eux sur scène. Et là, tout à coup, ils me trouvent plus du tout belle et drôle et ils disent non, non, mais ça va pas être possible de devoir parler si librement sur scène. Ce qui a été plus difficile pour moi, c'est une fois que c'est scellé et que c'est des blagues et que ça fait rigoler tout le monde, de savoir que c'est une caricature ou une simplification de la vérité. Et ensuite, dans mes relations pendant très longtemps, que ce soit amical ou pas, je disais non, mais de toute façon, les gens, ils pensent ça de moi. Les hommes, ils supportent pas que je fasse des blagues sur scène, de cul, fin de l'histoire. Alors qu'en réalité, les relations amoureuses, amicales, etc., c'est beaucoup plus de nuances, c'est beaucoup plus d'adaptation, d'échanges, et je trouve que ça fait grandir aussi de pas rester un peu dans ses chaussons alors qu'un spectacle, ça se joue 3 ans, donc pendant 3 ans, tu racontes la même chose, quoi. Donc ça, c'est intéressant. C'est moins tout blanc ou tout noir, quoi. Exactement, ouais, exactement. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'écrire le prochain spectacle. Je pense que ça prendra plusieurs années, mais j'ai hâte d'être encore plus juste dans mon analyse des émotions et des réactions humaines, parce que c'est ça d'être humoriste, quoi. C'est d'essayer de trouver la justesse dans l'observation de l'humain. Vous êtes déjà en train d'y penser? Vous avez des idées déjà? Oui, ben, en parallèle de mon spectacle Calme, je fais plein de choses sur scène. J'ai un podcast qui s'appelle Il y a plus de saison, où je parle d'écologie, et c'est un espèce de talk show humoristique. Donc j'essaie de faire des blagues sur l'écologie, mais aussi d'interviewer donc des personnalités
qui parle d'écologie, donc ça me demande beaucoup de travail d'écriture et de réflexion, d'introspection. Et j'ai déjà fait un spectacle qui s'appelle Dernier spectacle avant la fin du monde. C'était un spectacle express, ou plutôt expressément écrit pendant les législatives anticipées. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Stand-up contre les bras tendus, qui est un spectacle contre le fascisme, qui était un spectacle collégial avec plein d'humoristes sur scène et de journalistes, mais qui m'a été inspiré par le salut d'Elon Musk, qui m'a révolté jusqu'au plus profond de mon être. Et puis là, je pense que vous êtes la première personne à qui je le dis. Mais même ma prod n'est pas vraiment au courant, je l'aurais sous-entendu, mais je pense que le 23 juin, là, je vais jouer un spectacle qui s'appellera Une bien belle année. C'est plus un spectacle sur l'actu, voilà, de 2024-2025. Parce qu'entre l'affaire Gisèle Pellico, les dingueries de Yann Moix et Gérard Depardieu, Donald Trump au pouvoir, Elon Musk qui veut conquérir le monde, et Éric Ciotti qui nous fera toujours rigoler, il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Et bien sûr Marine Le Pen qui a volé 4 millions d'euros. Donc ça m'inspire beaucoup de choses, ouais. Ça montre aussi que vous suivez beaucoup l'actualité. Certains humoristes disent l'actualité c'est compliqué, c'est trop morose, on n'aime pas trop. Mais vous, au contraire, vous suivez l'actualité. Oui, alors ça dépend. Donc le spectacle calme, c'est un spectacle justement qui se veut universel et qui peut durer dans le temps. Mais savoir faire des blagues sur l'actualité, moi ça me vient toujours comme une fulgurance, quoi. Ça me vient toujours comme un besoin. Je me dis pas, tiens, oh là là, faut que j'aille regarder les infos pour avoir des choses à raconter. C'est plus, j'entends les infos, je les écoute, je dis, ah, je ne tiens plus en place, il faut que j'écrive quelque chose dessus parce que c'est pas possible. Alors là, vous serez de passage en Lorraine. Je crois savoir que la salle Poirel est une salle que vous connaissez, dans laquelle vous avez déjà performé. Elle a même été, je crois, une salle assez décisive pour vous. Oui, bah, je pense que ça a été la salle la plus importante de ma vie. En gros, moi, à 19 ans, j'étais donc à Sciences Po. Mes copains, mes copines savaient que je faisais déjà du théâtre, que j'aimais beaucoup. J'avais déjà fait des petits rôles, écrit des petites choses seule sur scène lors d'ateliers étudiants, de la comédie musicale de Sciences Po, etc. Et puis arrive une compétition sportive qui allait se dérouler à Nancy, où Sciences Po Paris avait son équipe de rugby, son équipe de foot qui allait s'affronter avec d'autres campus délocalisés, donc contre notamment Nancy, Menton, etc. Et j'ai un ami de l'association sportive, donc moi je faisais du rugby, j'étais à l'association sportive, et j'ai un ami qui me dit, est-ce que tu veux pas faire un truc en théâtre, parce qu'on n'a pas de pièce de théâtre. Et il me dit, le thème c'est la pauvreté, et tu vas jouer contre des troupes de théâtre, quoi. Donc, j'essaie d'emprunter à la bibliothèque toutes les pièces de théâtre que je connais qui parlent de pauvreté. Je me dis, en toute modestie, je vais faire les 15 personnages de la pièce. Je me rends vite compte que c'est impossible, donc je me mets à écrire, quoi. Je me dis, je vais écrire un petit passage et tout. Et donc, j'ai joué 15 minutes sur scène, un espèce de petit personnage clownesque. C'était l'histoire d'une petite fille qui avait fugué de chez elle et qui observait les passants dans la rue. Et j'ai oublié mon texte, j'ai un peu improvisé, j'avais aucun stress parce que toutes les troupes de théâtre avaient fait leur passage, puis ça avait duré des heures. Ça se déroulait donc à la salle Poirel à Nancy. Et j'ai joué 15 minutes et j'ai eu une standing ovation. Donc tout le monde s'est levé. Je crois que j'ai trébuché sur mes accessoires, donc les gens étaient morts de rire. Enfin, c'était vraiment malgré moi un peu que je faisais rigoler. Et je me suis dit, je veux faire ça pour toute ma vie, quoi. Je veux jouer sur scène et faire rigoler les gens pour toujours. Et donc c'est très très émouvant pour moi de retourner à la salle Poirel à Nancy. Vraiment, c'est un rêve inouï. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Swan Périssé. C'est un grand plaisir. Merci à vous.